Le colonel Gabriel Morgan se tenait seul face à la porte d'embarquement 37, regardant impuissant son vol pour la capitale s'éloigner lentement du terminal. Derrière le comptoir, une employée de la compagnie Air West, affalée sur son siège, esquissa un sourire narquois en le regardant. 9 minutes plus tôt, elle lui avait lancé « Désolé monsieur, mais vos décorations ne vous achètent pas un billet en première classe ». Maintenant, l'aéroport d'Evergreen City bourdonnait d'une tension étrange. Des messages fédéraux commencèrent à se propager, les agents au sol recevaient des appels urgents et le téléphone de Gabriel vibrait sans interruption, des appels en provenance directe du commandement central. Et pendant que la vie dans le terminal reprenait son rythme chaotique habituel, lui, droit comme un piquet, fixait une dernière fois son billet. Il n'y avait plus de doute, il ne monterait pas dans cet avion. À 52 ans, Gabriel Morgan dégageait encore cette prestance tranquille propre aux hommes qui ont affronté des situations que peu pourraient supporter. Son uniforme bleu nuit était d'une précision irréprochable. Chaque médaille, chaque ruban, disposé selon les standards les plus stricts. Mais c'était celui suspendu à son cou, un ruban bleu pâle orné d'étoiles blanches qui attirait les regards. La médaille de vaillance, la plus haute distinction du pays, captait la lumière artificielle alors qu'il se dirigeait vers cette porte d'embarquement, celle de son vol de 15h15 vers l'aéroport présidentiel de Hamilton. Il se rendait à Arlington Falls, au cimetière militaire, pour les funérailles de son ancien sergent-chef, un homme qui lui avait sauvé la vie 18 ans plus tôt dans les rues brûlantes de Kharzoum, au nord de l'Irak. La cérémonie commencerait à 8h le lendemain matin. Ce vol était le dernier qui lui permettait d'arriver à temps. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui rendent hommage à ceux qui ont servi. Quand cela comptait vraiment, le hall de l'après-midi grouillait de passagers pressés, stressés par les contrôles, les valises, les correspondances, mais Gabriel, lui, avançait avec la lenteur mesurée d'un homme qui sait que précipitation rime souvent avec erreur, et qu'une erreur, dans certains contextes, coûte des vies. Il s'était engagé à 18 ans, jeune homme issu d'un village reculé du Dakota, porté par les valeurs simples du cœur rural et l'héritage militaire de sa famille. 28 ans plus tard, il portait l'aigle argenté sur ses épaules et le respect dans le regard des généraux. Mais dans son cœur, il n'avait jamais oublié ce que cela signifiait d'être jeune, effrayé et loin de chez soi. La médaille de vaillance, il l'avait reçue après une mission cauchemardesque. Un après-midi de 2007. Son peloton, tombé dans une embuscade au détour d'un quartier en ruine, avait perdu 3 hommes dans les 30 premières secondes. Bloqué sous un feu nourri, Gabriel avait traversé à 7 reprises un terrain découvert pour extraire les blessés. Le récit officiel ressemblait à une scène de film, mais pour lui, ce furent les 21 minutes les plus longues de sa vie. Lors de son 6e aller-retour, c'est le sergent-chef Elijah Brooks qui s'interposa pour le couvrir. Il prit 3 balles qui visaient Gabriel. Elijah avait survécu, mais jamais il ne s'était remis totalement. 12 années de douleurs fantômes, de stress post-traumatique et de batailles interminables contre une administration incapable de répondre à ses besoins. L'enterrement de demain représentait bien plus qu'un hommage. C'était le dernier salut de Gabriel à l'homme qui avait rendu possible son acte de bravoure. Il avait réservé une place en première classe parce qu'il voulait arriver reposé. Non pas pour le confort, mais parce qu'il savait que, dès sa descente d'avion, il devrait faire face à la veuve d'Elijah et à leurs 3 enfants. Il ne voulait pas paraître vidé, brisé ou absent. Il voulait être à la hauteur de ce qu'Elijah avait représenté. Il y a des dépenses qu'on ne remet pas en question, et honorer les morts qui nous ont permis de vivre est la plus précieuse d'entre elles. Lorsque Gabriel s'approcha du comptoir d'embarquement, l'agente, une certaine Clara Jennings, leva les yeux avec ce détachement mécanique qu'ont ceux qui traitent chaque passager comme un numéro. À 26 ans, Clara travaillait pour Air West depuis 3 ans. Elle se vantait d'appliquer les règles au pied de la lettre sans exception. Elle n'avait peut-être aucun contrôle sur sa vie sentimentale ou ses finances. Mais ici, derrière ce comptoir, elle avait le pouvoir de refuser ou d'accorder un passage. Elle aimait cette position. « Monsieur, je vais vous demander de vous écarter, dit-elle sèchement. Votre réservation a été signalée pour vérification. » Avec calme, Gabriel tendit son billet et sa pièce d'identité militaire, habitué aux lenteurs administratives. « Madame, j'ai une place confirmée en première classe sur le vol 1427 pour Hamilton. Y a-t-il un souci avec mes documents ?» Clara jeta à peine un œil avant de secouer la tête.
Il semble que votre tarif militaire ne couvre pas l'intégralité d'un billet première classe. Vous devrez payer la différence ou passer en classe économique. Cela n'avait aucun sens. Gabriel savait parfaitement qu'il avait payé le plein tarif, sans réduction. Mais dans l'esprit de Clara, cet homme en uniforme tentait sûrement d'utiliser ses décorations pour obtenir un avantage. « Madame, j'ai payé cette place plein tarif il y a 3 semaines, aucune remise militaire n'a été appliquée. » Son ton était posé, son regard clair, mais Clara s'était enfermée dans son interprétation de la situation. « Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié, mais notre politique est formelle. Les militaires n'ont pas droit à des surclassements automatiques, quelle que soit leur médaille. » Autour d'eux, les passagers commencèrent à ralentir. Certains s'approchaient, curieux. D'autres sortaient déjà leur téléphone pour filmer discrètement. L'uniforme, la tension visible sur le visage de Gabriel, tout laissait croire à une situation peu commune. Pourtant, Gabriel garda son calme, les yeux rivés sur la jante. « Je ne demande aucun surclassement, dit-il doucement. J'ai payé cette place. Je peux vous montrer le reçu. » Mais Clara ne demanda rien. « Désolé monsieur, mais vos décorations ne vous achètent pas une place en première classe. » Et dans un souffle mécanique, la porte d'embarquement se ferma, le vol 1427 s'éloignant lentement sur le tarmac, avec à bord un siège vide en première classe. Le colonel Morgan observait l'avion disparaître au loin, avalé par les pistes grises de l'aéroport d'Evergreen. Dans sa poitrine, cette sensation familière refaisait surface, ce nœud discret mais tenace, celui qu'il avait ressenti tant de fois dans les zones de combat lorsque les plans s'effondraient et que d'autres, plus jeunes, plus vulnérables, en payaient le prix. Il pensait à Elijah Brooks, ce cercueil, recouvert d'un drapeau, déjà disposé dans la chapelle d'Arlington Falls, attendant l'arrivée de ceux qui avaient juré de ne jamais l'oublier. Et lui, Gabriel, ne serait pas là à temps, pas à cause d'un imprévu logistique, mais parce qu'une employée avait décidé que ces décorations ne méritaient pas d'attention particulière. L'ironie était brutale, il avait survécu aux embuscades, aux tirs croisés, aux explosions, pour finalement être cloué au sol par un règlement appliqué sans discernement. Son téléphone vibra de nouveau, un message s'afficha à l'écran. Il venait de Yasmine Brooks, la veuve d'Elijah. « Nous avons hâte de vous voir demain matin, colonel. Elijah disait toujours que vous déplaceriez ciel et terre pour vos hommes. » Gabriel resta figé. Il savait qu'il allait devoir répondre, expliquer l'inexplicable à une femme qui, demain, remettrait le drapeau plié à ses enfants. Le prochain vol n'arrivait pas avant 11 heures, trop tard, bien trop tard. Ce n'était pas un simple contretemps, c'était une trahison. De ses principes, de sa promesse, de tout ce que représentait la fraternité d'armes. Il retourna au comptoir, cette fois avec une détermination glaciale dans la voix. Son sac d'ordinateur sur l'épaule, il s'approcha lentement. « Madame, dit-il à Clara sans hausser le ton, j'aimerais parler à votre supérieur à propos de ce qui vient de se passer. » Elle ne leva même pas les yeux. « Monsieur, je vous ai déjà expliqué notre politique. Le superviseur vous dira la même chose. » Autour, le silence s'épaississait. Des passagers attendaient leur vol en tendant l'oreille. Certains avaient reconnu la médaille autour du cou du colonel. D'autres avaient vu les vidéos circuler sur les réseaux. La tension était devenue presque palpable, lourde comme la brume avant une tempête. Gabriel ouvrit calmement son ordinateur portable, chercha dans ses fichiers et afficha le reçu d'achat, une capture d'écran de sa réservation avec preuve de paiement complet, sans aucune réduction militaire. « Voici mon justificatif. J'ai payé l'intégralité du prix demandé. Il y a visiblement une erreur. » Clara jeta un regard rapide à l'écran, à peine 3 secondes, avant de répondre mécaniquement. « Monsieur, notre système indique autre chose. Vous devrez contacter le service client si vous souhaitez contester cette facturation. » Gabriel serra les mâchoires, il savait ce que cela signifiait. Des heures au téléphone avec des agents situés à des milliers de kilomètres, sans aucun pouvoir décisionnel. C'était une tactique connue, laisser le client s'épuiser. Sous d'autres circonstances, il aurait accepté. Aurait pris un café, attendu, peut-être même trouvé un vol alternatif. Mais là, ce n'était pas négociable. Il ne laisserait pas tomber Elijah. Je dois parler à quelqu'un qui a réellement le pouvoir de régler ce problème immédiatement, dit-il, son ton neutre mais ferme, celui d'un homme habitué à commander des centaines d'hommes dans des zones où chaque décision pouvait coûter une vie. Clara releva enfin les yeux exaspérés. « Monsieur, je suis l'autorité à cette porte. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes libre de voyager avec une autre compagnie. » Les mots flottèrent entre eux, comme une balle non tirée, prête à exploser à tout instant. Dans la salle d'embarquement, un frisson parcourut l'assemblée. Ce n'était plus un simple passager mécontent, c'était un symbole qui se heurtait à une muraille d'indifférence.
Gabriel sortit alors son téléphone. Il fit défiler ses contacts, passa des noms familiers jusqu'à un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 2 ans. Il hésita une seconde, puis appuya sur l'icône verte. 2 sonneries. Une voix répondit, nette, directe, comme un coup de sifflet. « Colonel Morgan, ici la générale Karen Hollister. Que se passe-t-il ? Madame, je suis actuellement bloqué à l'aéroport d'Evergreen. Une agente m'a refusé l'embarquement sur un billet première classe que j'ai payé et je vais rater les funérailles du sergent Brooks. » Un silence tomba à l'autre bout du fil. Hollister connaissait Elijah. Elle avait elle-même remis la médaille du courage à son chevet dans un hôpital de campagne, il y a 18 ans. Elle avait vu Gabriel de ses propres yeux risquer sa vie à répétition pour sauver ses hommes. Elle n'avait pas besoin de détails. « Colonel, dit-elle d'un ton plus grave, je vais m'en occuper. Restez à proximité. La situation va changer. » Gabriel raccrocha et releva les yeux. Clara Jennings le fixait maintenant avec une once de doute dans le regard. Quelque chose dans son attitude avait changé, comme si elle sentait que ce passager en uniforme n'était peut-être pas juste un autre vétéran en quête de privilèges. 8 minutes passèrent. Un silence tendu enveloppait maintenant la porte 37. Certains passagers avaient cessé de lire, d'écouter leur musique. Tous attendaient sans savoir exactement quoi. Puis, à 16h03, l'annonce tomba sur les écrans. Un message inhabituel, rouge, clignotant, suspension immédiate de tous les départs, ordre fédéral, rester dans le terminal jusqu'à nouvel ordre. Sur l'ordinateur de Clara, une alerte prioritaire s'afficha. Elle lut, recommença. Son visage perdit ses couleurs. À l'extérieur, on apercevait maintenant des véhicules noirs, SUV aux plaques fédérales, foncés en ligne droite sur le tarmac. Dans les tours de contrôle, les radios s'étaient enflammées. Les opérations de l'aéroport venaient d'entrer dans une phase exceptionnelle. Quelques minutes plus tard, la responsable régionale d'Air West débarqua au comptoir accompagnée de 2 hommes en costume sombre, badge fédéroise à la main. L'un d'eux, une femme aux cheveux tirés en arrière, s'avança vers Clara. « Madame Jennings, je suis l'agent Rebecca Solano du département de la sécurité intérieure. Nous devons discuter immédiatement de votre interaction avec le colonel Morgan. » La voix de Clara se brisa en tentant de justifier ce qui ne l'était plus. Mais les agents posèrent sur le comptoir la preuve du paiement de Gabriel. L'argument du tarif militaire, inventé de toutes pièces, une simple excuse. En moins de 30 minutes, le directeur régional de la compagnie arriva en personne avec un ordre écrit. Rétablir la réservation, présenter des excuses formelles et mettre fin à la crise. « Colonel Morgan, dit-il en se plaçant devant Gabriel, nous vous prions d'accepter nos excuses pour ce traitement inacceptable. Votre billet en première classe est rétabli et nous vous offrons un accès à vie à nos services premium. » Mais Gabriel le regarda avec calme. « Je ne veux pas de privilèges. Je veux simplement m'assurer qu'aucun autre soldat ne subira ce genre de mépris en tentant d'honorer ses frères d'armes. » Le directeur acquiesça aussitôt. « Nous allons modifier nos politiques dès aujourd'hui. Des formations obligatoires seront mises en place, je vous le garantis. » Clara Jennings fit sa valise 30 minutes plus tard. Sa carrière chez Air West venait de s'achever, scellée par 6 mots devenus viraux sur les réseaux sociaux. Les médailles n'achètent pas des sièges. Le vol 1427, qui avait quitté le terminal sans lui moins d'1 heure plus tôt, revint se positionner à la porte 37, escorté par des véhicules fédéraux stationnés sur le tarmac. Les passagers à bord, surpris, n'avaient reçu qu'une annonce brève. Retour exceptionnel au terminal pour opération prioritaire. Lorsque le colonel Gabriel Morgan monta à bord, valise en main, les conversations se turent. Certains voyageurs, qui avaient observé la scène depuis le hall, l'applaudirent discrètement. D'autres se contentèrent d'un hochement de tête respectueux. La première classe n'était plus un privilège ce jour-là. C'était le juste retour d'un homme qui l'avait gagné, non par statut ou argent, mais par sacrifice. Le siège vide devint celui d'un soldat. Un siège qui, plus tôt, avait été refusé pour une raison aussi absurde qu'humiliante. Assis enfin, Gabriel n'eut aucun sourire de satisfaction. Ce n'était pas une victoire, seulement un devoir accompli, une bataille de plus menée non pas pour lui, mais pour ceux qui ne pouvaient plus se battre. Il ferma les yeux un instant, le bruit des moteurs vibrant sous ses pieds. Le vol vers Hamilton dure 2 heures. Gabriel ne dormit pas. Le lendemain, à 7h59, il se tenait au garde-à-vous au cœur du cimetière militaire d'Arlington Falls. Le ciel était d'un gris pâle, le genre de matin où le vent souffle avec retenue, comme s'il respectait lui aussi la solennité du moment.
Autour du cercueil recouvert du drapeau tricolore, les rangées de soldats en uniforme formaient un mur de silence. Le prêtre récitait ses prières avec lenteur, l'honneur militaire enveloppait la scène d'un silence sacré. Des fusils claquèrent en salve et 2 membres de la garde d'honneur commencèrent à plier le drapeau. Gabriel fixait le tissu sans ciller. Ses pensées flottaient pourtant ailleurs. Il repensait à la veille, à la manière dont tout avait basculé à cause d'une phrase, d'un sourire méprisant, d'un écran d'ordinateur. Il repensait à l'absurdité de devoir appeler un général pour monter dans un avion. Mais plus encore, il pensait à ce que cela disait de leur époque. Combien de civils croyaient soutenir les troupes tout en les ignorant dans les files d'attente? Combien se souvenaient de ce que représentait un ruban accroché au revers d'un uniforme? À quel moment avait-on oublié que derrière chaque médaille, il y avait une histoire, une cicatrice, un nom gravé sur une plaque ou sur une pierre tombale? Quand le drapeau plié fut remis à la famille, Gabriel avança. Les enfants d'Elijah se tenaient droits, les yeux rouges. Sa veuve, Yasmine, l'attendait. Elle ne pleurait pas, ou plus. Elle avait ce regard dur, ce genre de force qui ne crie jamais mais qui impressionne davantage que les plus grands discours. Elle tendit le drapeau à ses enfants, puis se tourna vers le colonel. « Colonel Morgan, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Elijah avait raison. Il disait que vous seriez capable de déplacer des montagnes pour vos hommes. Hier, vous l'avez encore prouvé. » Gabriel incline légèrement la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Tout avait déjà été dit, montré, vécu. Il savait qu'Elijah n'entendrait plus rien, mais il savait aussi que cette promesse, celle de ne jamais oublier, celle de toujours venir, avait été tenue. Plus tard, alors que les invités quittaient le cimetière, Gabriel resta en arrière. Le vent faisait trembler les feuilles des chênes. Il s'agenouilla un instant devant la tombe, passa les doigts sur le nom gravé dans le marbre, puis posa une pièce de monnaie sur la pierre. Un ancien rituel, un dernier salut. Le retour à l'aéroport se fit dans un silence étrange. La presse avait déjà relayé l'histoire. Les images filmées par des passagers faisaient le tour des réseaux. Clara Jennings était devenue, malgré elle, un symbole. Pas de l'ignorance seule, mais du système plus vaste qui permet ce genre de mépris. Son nom était désormais associé à une leçon nationale. Les médailles ne donnent pas des privilèges, elles rappellent des sacrifices. Gabriel ne chercha pas la vengeance. Il ne répondit à aucune interview. Il refusa les offres de plateau télé. Il avait vu trop de sang, trop de souffrance pour se réjouir d'une revanche médiatique. Ce qu'il voulait, c'était que plus jamais un autre militaire en uniforme ne soit laissé à la porte d'un avion en route vers les funérailles d'un frère tombé. Il voulait que cette indignité ne soit plus jamais permise. Il voulait que, pour une fois, les bonnes personnes entendent et comprennent. Car le service ne s'arrête pas avec la retraite. Le devoir, lui, ne quitte jamais les épaules. Et parfois, il faut plus qu'un fusil ou un uniforme pour continuer à le porter. Parfois, il suffit d'un téléphone, d'un mot, d'un refus de se taire. Parfois, il faut savoir se lever, même dans un terminal bondé, même face à l'indifférence. Parce que l'honneur, ce n'est pas ce qu'on a accompli. C'est ce qu'on est encore prêt à faire quand tout le monde a baissé les bras. Et ce jour-là, dans un aéroport d'Evergreen City, un homme a montré que la guerre peut être loin derrière, mais que la lutte pour le respect, elle, continue.